Aujourd'hui à Info7, en ce 30 mai 2025. Visite du centre sylvicole de Forestville. L'Association Diabète Haute-Côte-Nord fête ses 20 ans. Lancement de l'Odyssée artistique. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Mardi dernier, le centre sylvicole de Forestville a invité la population à une visite de ses installations dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts. Une trentaine de personnes ont répondu présent et ont pu voir l'ampleur du site. La pépinière de Forestville est considérée comme l'une des 5 meilleures au Québec en termes de qualité. Une cinquantaine d'employés saisonniers y travaillent, dont quelques-uns sont des travailleurs étrangers. Le directeur des opérations, Pierre Canuel, et le directeur des productions, Youssouf Fofana, nous expliquent le fonctionnement de la production du centre sylvicole. Ici, là, on est capable de produire, on les a toutes, là. Toutes les sortes de récipients. On produit du 113, qui est de la petite mini carotte. On produit du 67, on produit du 45-110, qui est un petit peu plus gros. Tout ce que je vous dis, c'est des chiffres, là, mais après ça, on va produire du 36, qui est encore un peu plus gros, du 25, qui est vraiment du PFD, qui est livré normalement à 35 cm. Puis on les a toutes. Tandis que l'autre bord, vu qu'il y a beaucoup de compétition avec le framboisier et tout ça, les autres, ils vont produire plus des gros, ils vont produire du 36 puis du 25 seulement. On a 4 espèces et puis 5 types de récipients. Il y a le 25-310, le 36-200, 45-110, 67-50 et puis le 25-13. Le 113, ça veut dire, ouais. C'était du plus gros à aller au plus petit. Au plus petit. Les compagnies forestières, les CAP, font la commande au ministère et puis le ministère répète cette commande au centre de Berthier. Berthier fournit les semences. Quand Berthier fournit les semences, et puis approvisionne toutes les pépinières. On a 13 pépinières privées et puis 6 pépinières publiques. Une fois les plants une fois les semences sont distribuées, on nous dit maintenant la date de livraison et les quantités à fournir. Nous on fournit entre 15 et 16 entre 15 et 18 millions là. Grosso modo c'est 16 millions par an. Environ. Okay. Bon, pour la production, maintenant, on a un centre là qui est notre empotage pour mettre la tourbe. Notre ingrédient, c'est la tourbe. Pour mettre la tourbe dans ces petites cavités et puis mettre la semence. Une fois c'est fait, ça se transporte en tunnel. Il y a des gens pour les entreposer. Après l'entreposage, après 20 jours à 30 jours, on a la première germination. Après la germination, et puis on va commencer, en plus, 2 semaines après, on commence la fertilisation. Puis on a des temps pour, à 1,0, on sait à quelle hauteur il faut les pousser. On les pousse environ à cette hauteur. Et puis en septembre-octobre, ils sont sortis des tunnels pour aller dehors. Et maintenant, en deuxième année, en fonction des dates de livraison, on définit nos tailles. Plus ils sont livrés, plus ils sont grands. C'est-à-dire, les 25-310, eux doivent avoir 35 cm de hauteur pour avoir une catégorie A1. C'est ça. Voilà. Et les 45 doivent avoir 18 cm de hauteur pour avoir une catégorie A1 aussi. Et les 113, là, il faut avoir 10. Ça, on a le ministère qui vient faire des qualifications. Présentement, ils sont justement ici. Les autres, ils font des inventaires, puis il y a des normes, il y a des critères. Il y a des critères, ouais. Pour les racines, il y a des normes de hauteur, il y a des normes après ça sur des doubles têtes, des cimes multiples, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de fourches. Ça fait que à chaque fois, ça fait diminuer la note, puis ça fait diminuer le paiement aussi. Ça fait que c'est tous les employés qui vont s'occuper de faire du taillage là-dessus. Puis
Des choses qui peuvent faire la grosse différence aussi là-dedans, c'est le gel là, qui peut faire geler des bourgeons. Là. On va tomber justement ben vite là-dedans, là, les gels de nuit. Là. Fait que quand ça gèle, les plants ont débourré. On a une belle petite pousse verte là-dessus. Là. Puis là, ils nous annoncent un beau -3 dans la nuit. Là. On n'a pas le choix. La seule chose qu'on doit faire, c'est arroser. Il faut arroser toute la nuit. Il ne faut pas que ça arrête. Normalement, ça va faire une glace sur les plants. C'est cette glace-là qui va protéger les plants contre le gel. Fait que le lendemain, on va arroser jusqu'à temps que cette glace-là fonde complètement. Ça peut être des arrosages qui vont finir à 10 h le matin, à 11 h. Puis ça marche. Là. Si on fait les choses dans le bon temps, on commence à arroser dans le bon temps, on n'aura pratiquement pas de perte. Là. Fait que c'est toutes des opérations qui sont très, très, très importantes. Là. Lynne Sirois, présidente d'Action Chômage Côte-Nord, était sur place, ainsi que des membres du mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, le MAS, en visite à Forestville à l'occasion de leur Assemblée générale annuelle. Mme Sirois a profité de l'occasion pour rappeler la grande importance des travailleurs saisonniers qui sont employés au centre. Il ne faut jamais oublier l'importance de la forêt, mais l'importance de nos travailleurs qui travaillent ici et qui doivent se battre l'hiver pour recevoir de l'assurance-emploi. Fait que le but aussi, c'était de vous montrer comment ces gens-là peuvent travailler et que l'hiver, ils se font harceler par le gouvernement d'aller travailler ailleurs. Et si les gens travaillent ailleurs, mais qui va venir travailler ici, là? C'est inacceptable, là. La pépinière, c'est important pour Forestville, c'est important pour la Haute-Côte-Nord, puis nos travailleurs sont encore plus importants, là, qui doivent être capables de manger l'hiver et de payer le logement. Fait que quand on demande aux gens de manifester, c'est de venir les appuyer. On dit aux gens souvent, allez travailler ailleurs. Bien, s'ils s'en vont ailleurs, comme la plupart font, bien ici, là, ça risque de fermer ses portes. Fait que c'est important pour l'économie, c'est important pour les personnes qui soient capables de payer le logement l'hiver et être capables aussi de payer l'épicerie. Comme mentionné auparavant, cette visite faisait partie des activités du mois de l'arbre et des forêts. La présidente de l'Association forestière Côte-Nord, Marie-Ève Gélina, a remis des plants d'arbres aux personnes présentes et a rappelé l'importance des forêts dans nos vies. Donc, le mois de mai, mois de l'arbre et des forêts, c'est aussi une nouvelle saison qui commence pour les travailleurs forestiers. Je trouve ça important de les saluer puis de leur souhaiter un bon mois puis de les remercier de tout le travail qu'ils accomplissent. Donc, une nouvelle saison qui commence pour les travailleurs forestiers qui nous permettent de profiter de nos forêts, mais profiter du bois aussi. Le bois, c'est super important. D'ailleurs, c'est le thème du mois de l'arbre cette année, c'est « Je choisis le bois » parce qu'on parle pas assez souvent de la matière, du matériau qu'est le bois et qui nous sert quotidiennement dans nos vies. L'Association Diabète Haute-Côte-Nord a célébré dernièrement son 20e anniversaire de fondation et à cette occasion, l'organisme avait organisé une journée de diabète samedi le 24 mai. Durant toute cette journée, la population est invitée à venir rencontrer les membres de l'association pour en savoir plus sur le diabète. Il y avait des kiosques où l'on pouvait discuter avec les professionnels de la santé et même se faire dépister. En après-midi, les gens pouvaient assister à des conférences et des témoignages portant sur la maladie. Monsieur Robert Bacon, conférencier et président du Club Lyon Diabète Québec, est venu informer sur les différents types de diabète, sur ses causes et les moyens de bien contrôler la glycémie. David Lesage, pharmacien chez Brunet Plus, a pour sa part expliqué le rôle que peut avoir le pharmacien auprès des personnes diabétiques. La présidente de l'association, Caroline Ross, ainsi que M. Robert Bacon ont à leur tour livré leur témoignage sur leur vie avec le diabète et comment ils ont apprivoisé leurs conditions au quotidien. La journée s'est poursuivie avec un souper méchoui avec une participation d'une 60aine de personnes. On y a fait une rétrospective des 20 ans de l'association et souligné l'apport des personnes impliquées dans l'organisme avec des cadeaux en guise de reconnaissance. L'événement s'est terminé en musique avec une soirée dansante avec Mylène Charon. Le 25 mai dernier avait lieu le lancement de la programmation 2025 de l'Odyssée artistique à l'église de Les Bergeronnes, sous forme d'un cocktail dînatoire où une quarantaine de personnes étaient présentes. L'organisme qui, depuis 2006, a pour mission la promotion et le développement artistique de la Haute-Côte-Nord, en a profité pour dévoiler sa nouvelle image de marque et son nouveau logo. La présidente de l'Odyssée artistique, Nathalie Ross, nous explique le processus de création. La nouvelle image de marque, c'est vraiment génial. On en a parlé pendant 2 heures quand même. Là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
On a fait un travail, le conseil d'administration, avec sur les derniers 19 ans pour arriver à à développer une nouvelle image. Donc, c'est celle qu'on voit derrière, qui est très lumineuse, qui est très estivale, on peut dire aussi, mais en même temps qu'il y a un sérieux dedans, donc un certain équilibre. Fait que ça, c'est vraiment un travail qu'on a fait avec l'équipe de Mire Graphique qui a bien compris le sens de l'audit artistique. Cette année encore, une belle programmation est offerte aux amateurs de musique. Écoutons Nathalie Ross nous en donner les détails. On va commencer par le Festival intime de musique classique, qui a un côté international cette année. On a ri avec ça pendant la présentation parce que mes artistes présentement sont partout, sauf au Québec. Mais c'est des gens du Québec, principalement. Principalement, je dis bien, parce qu'on en a de Londres, on en a aussi de la Colombie-Britannique. Fait que c'est du 9 au 13 juillet. On a des concerts à tous les soirs, et sans oublier le Bouquet Nord-Côtier, qui est un talk show avec présentation de l'univers de la musique classique, disons ça comme ça. Et après ça, ça commence avec les concerts et les activités l'après-midi. On a un partenariat avec la municipalité des Bergeronnes qui nous offre le hangar festif pour présenter des ateliers l'après-midi, les jeudis, vendredis, vendredi, samedi et dimanche après-midi. Avec qui les ateliers? Avec, c'est Marie-Lou Mian qui fait les ateliers sur des circle songs, des chants de cercle qu'on appelle. On peut s'asseoir puis prendre une bière si on veut, mais on peut aussi se permettre de participer. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial qu'on va avoir à faire, à présenter à notre public. Et ça, c'est l'après-midi au hangar festif, mais tous les soirs, il y a des concerts à 8 heures. Les concerts toujours à l'église de Bergeron. Toujours à l'église avec l'exposition de notre sculpteur bergeronnais Éric Maillet, vraiment un sculpteur forgeron extraordinaire. Puis on va avoir aussi une autre exposition dont on n'a pas encore dévoilé. Et probablement un brunch dominical après la messe des artistes. Là, on fignole la fin du programme. Et après ça, on va avoir 3 jazz sous la lune, notre fameuse série On Jazz sous la lune. Et je le dis tout de suite aux gens, si vous voulez des billets, ils vont être en vente à peu près vers la fin du mois, du mois de mai. Et il n'y a que 100 billets. Donc, on s'aperçoit que plus ça va, plus c'est prisé aussi. L'église, il n'y a pas de problème, il y a 300 places. Donc, les jazz sous la lune, on en a 3, comme à l'habitude. Donc, le premier est le 12 juillet. Et on fait exception cette année, malheureusement. Malheureusement, puis pas. Madame, on reçoit quelqu'un du monde du jazz qui a 20 ans de jazz au Québec. Et cette personne-là vient à l'église parce que ça prend quand même une certaine... c'est un petit peu plus, là, disons, mais pour les gens des Escoumins, faites-vous-en pas, on vous oublie pas du tout. C'est vraiment parce que la pleine lune tombe en même temps que le Festival intime de musique classique. Donc, on fait un jazz classique. C'est ça, on joint l'utile à l'agréable. Ça veut dire que beau temps, mauvais temps, là, ça ne sera pas au centre d'interprétation. C'est ça. Celui-là, le premier jazz, qui est le 12 juillet, il va être ici. C'est un jazz classique. Donc, les gens qui ont une petite réticence au jazz, celui-là, vous devriez l'essayer. Je suis pas mal convaincue que vous allez l'aimer. Le deuxième jazz se trouve être le 9 août. Et ça va être au Centre de découverte du milieu marin, aux Escoumins. Puis, évidemment, le 6 septembre, pour finir la saison, aussi au Centre de découverte du milieu marin. Fait que c'est notre saison cette année. On est bien contents. On a des artistes extraordinaires. Les membres les ont vus en vidéo. Fait que c'était des beaux moments. Ce lancement de programmation coïncidait avec la venue de l'accordéoniste de renommée mondiale Daniel Mills, accompagné de 4 musiciens, qui a offert un spectacle apprécié de l'auditoire présent. C'est une expérience à vivre. Ces musiciens-là, ce sont 5 musiciens, dont un vient de Grenoble. C'est un accordéoniste, M. Daniel Mills, qui est reconnu internationalement. Et il était venu en 2012, je crois, et il avait fait salle comble à Montréal, Québec. Et là, ils viennent Montréal, Québec, et ils finissent au Bergeronnes. Donc, c'est vraiment un événement extraordinaire qu'on se doit de ne pas manquer. Puis je pense que
On a déjà une belle assistance qui est là et 4 musiciens québécois qui accompagnent M. Mille. Allez les voir. Vous les voyez à Montréal, à Québec aussi, allez les voir. Ce sont des musiciens extraordinaires. On est chanceux au Québec. On a un milieu culturel, malgré qu'on n'a pas nécessairement toutes les ressources financières, on a des musiciens extraordinaires. Et il faut aller les encourager. Le 29 mai dernier, un vernissage photo particulier se tenait dans le sentier du parc de nos ancêtres à Tadoussac. Tout au long du chemin, une quinzaine de jeunes de 5e et 6e année de l'école Saint-Joseph ont exposé leurs clichés et étaient présents près de leurs photos pour expliquer leur démarche artistique et répondre aux questions des gens qui étaient venus les admirer. Les élèves étaient invités à photographier un lieu patrimonial de Tadoussac. On les écoute nous parler de leurs photos coup de cœur. J'ai choisi le poste de traite car il était très utile. Je trouve que ça représente bien le patrimoine car ça fait très longtemps que ça existe. Et c'est encore utile. L'utilité n'est plus la même, mais il reste important car c'est un musée. Le patrimoine est important pour moi car c'est comme une trace du passé et c'est symbolique. J'ai choisi de parler d'une des granges du musée maritime de Tadoussac. J'ai choisi parce que c'est un bâtiment du patrimoine. Si c'est un bâtiment patrimonial, c'est parce que c'est un vieux bâtiment historique de Tadoussac. C'est ça. Puis ce que j'aime le plus, c'est l'angle et la luminosité de l'image. J'ai choisi la maison Molson Beatty parce que ça date de construction en 1865 et son état actuel sont assez impressionnants vu la date. Derrière, il y a les granges du musée maritime, c'est où là-bas. J'ai choisi l'hôtel de Tadoussac parce que c'est un monument très important pour le village. Parce que le premier, en 1941, a été détruit et a été reconstruit en 1942. J'aime bien la photo car elle est très colorée. J'aime aussi le cadrage de la photo avec l'encre qui représente bien le côté maritime de Tadoussac. Aujourd'hui, j'ai pris une photo des 2 granges du musée maritime car j'ai trouvé que la clarté et les couleurs sont magnifiques. J'ai choisi de représenter le poste de traite Chauvin car j'aime beaucoup la clôture autour du bâtiment. Elle lui fait un effet du genre qu'il est si important qu'il faut qu'il soit protégé. Cette bâtisse est importante car elle est une reproduction de la première bâtisse de Tadoussac qui a été construite vers 1600 par Pierre de Chauvin. Bonjour, j'ai choisi le derrière de la maison du musée maritime. La maison Molson Beatty. Le soleil fait un bel ombrage sur la maison et sur le sol. Les briques du mur sont à l'horizontale, mais celles au-dessus de la fenêtre sont à la verticale. Le toit courbé et la lucarne font qu'elle est unique. J'ai choisi cette image parce que je la trouve magnifique. Je trouve que c'est une très belle photo. Et cela nous laisse l'opportunité de bien voir les couleurs vives de l'hôtel de Tadoussac. Je trouve que le blanc et le rouge ressortent très bien. Genre, ils sont bien flash. On voit très bien le terrain, les fenêtres et la terrasse. Je trouve que c'est un beau patrimoine. L'hôtel de Tadoussac est l'un des bâtiments les plus historiques. Et les lucarnes sont un signe de patrimoine. J'ai choisi le poste de traite car de la façon que la photo est prise, on voit le fleuve et je trouve qu'avec le bois, c'est vraiment beau. Ce bâtiment fait partie du patrimoine parce qu'avant, il y avait des Autochtones qui faisaient des échanges dans cette maison. Ce bâtiment est important pour la communauté car il en renferme beaucoup d'histoires. J'ai choisi l'église de Tadoussac parce que c'est un bâtiment très important dans un village. Il est important car c'est là que se déroulent les funérailles des personnes décédées et les messes. L'église a pris en feu en 1946 et elle a été reconstruite en 1965. J'ai choisi de prendre en photo la petite chapelle parce que elle est vieille, elle a été construite en 1747. C'est la plus vieille petite chapelle en bois de l'Amérique du Nord. Elle n'a jamais pris feu. Elle a été construite par des Français. Sa cloche a été récemment changée le 15 septembre 2023. Puis j'aime beaucoup la photo parce qu'on voit le Grand Hôtel en arrière. J'ai choisi de parler d'un cabanon. Ce cabanon est fait à partir de bois. J'ai choisi ça car j'aime le cadrage de l'image. J'aime bien la photo car à l'arrière-plan, il y a des nuages, un beau ciel bleu, ce qui ajoute de la couleur à l'image. Je vais vous présenter l'église. J'ai choisi l'église car j'avais un bel angle de vue.
L'église joue un grand rôle dans le patrimoine, car elle a été construite en 1884 et a été reconstruite en 1965 après avoir pris en feu. L'église a réuni plein de gens de la communauté. Moi, j'ai choisi la grange derrière la maison Molson Beatty parce que dans l'angle que je l'avais pris, je trouvais que c'était vraiment beau parce que le ciel il reflétait dans la fenêtre. Au bout du sentier, la population était invitée à un moment convivial où des bouchées et un verre de l'amitié étaient servis. Ce projet, initié par l'agente de développement du patrimoine immobilier de la municipalité de Tadoussac, Alice Moreux, était dans le but de découvrir le patrimoine du village. Elle a eu la collaboration de l'enseignante de 5e et 6e année, Mme Julie Mallette, et de l'artiste multidisciplinaire Dominique Dupuis. Oui, exactement. En fait, c'est les 5e et 6e années donc, de l'école de Saint-Joseph de Tadoussac qui représentent les photos qu'ils ont prises pendant tout un mois. Ils ont eu des ateliers de sensibilisation du patrimoine donc avec moi, qui est agente du patrimoine immobilier à la municipalité de Tadoussac. Puis ils ont eu aussi un peu de la sensibilisation à la photographie avec Dominique Dupuis, donc artiste multidisciplinaire, qui est donc aussi ici sur le sentier aujourd'hui. Puis on a fait une sortie terrain donc tous ensemble à peu près pendant 3-4 heures. C'était un jour où il ventait beaucoup, mais les élèves ont été bons. On était encore avec des tucs alors que c'était la fin avril. Mais ça, on l'a fait. Puis là, maintenant, ils exposent leurs photographies chacun. Puis il y a quand même une réflexion qui s'est faite aussi par rapport à leur patrimoine, puis à l'esthétique vraiment de leurs photos. Puis à la fin, ils vont participer à un concours donc, en patrimoine, d'Action Patrimoine à Québec. Donc ils vont envoyer leurs photos pour participer à ce concours-là. Est-ce que c'était obligatoire ou c'était les jeunes qui voulaient le faire? Non, c'était pas du tout obligatoire. C'est moi qui ai approché en fait Julie Mallette pour lui demander si ça intéressait comme partenariat. Donc on en a parlé ensemble, on a trouvé cette formule qui nous plaisait bien. Puis on est parti avec le projet, puis avec Dominique Dupuis avec. En fait, elle m'a approché pour qu'on fasse sur le patrimoine, pour qu'on fasse un projet qui était multidisciplinaire. Puis finalement, on a choisi la photo. Puis Alice, elle a dit, ça pourrait aussi, après, faire partie du concours là, Capture ton patrimoine, si je ne me trompe pas du nom. Donc, d'Action Patrimoine. Puis, on a décidé d'y aller. Puis après, ça l'a déboulé sur un vernissage puis une exposition permanente tout l'été dans le sentier de nos ancêtres ici à Tadoussac. OK, leurs photos vont rester là tout l'été? Oui, exactement. Et ça les impressionnait beaucoup, les élèves. Je pense que ça l'a ajouté un gros plus-value à cette participation-là, oui. Là, j'imagine que c'était obligatoire pour les jeunes. Oui, ça faisait partie de leur cours, oui. Donc, au début, là, est-ce qu'ils ont tous été très enthousiastes ou Bien, c'est sûr que là, quand on parle de patrimoine, puis là, ils ne savaient pas trop de quoi on parlait, mais après ça, ils ont eu justement 3 ateliers là, pour se familiariser avec tout ça que Alice Moreux, elle avait fait là, de manière interactive. Puis après, on a eu un 4e atelier avec Mme Dominique Dupuis, qui, elle, venait parler plus là, de tous les aspects de la photographie, donc les différents cadrages, la luminosité, les flous, pour être capable de faire des belles photos artistiques aussi. Parce qu'elles sont quand même belles, leurs photos. Oui, ça a donné un très, très beau résultat, exactement. Puis là, ce que je trouve, puis c'est toujours ça que j'aime dans ces moments-là, c'est ces soirées-là, c'est que là, ils sont très, 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 très fiers. Moi, ça m'émeut beaucoup. J'arrive, puis là, ils courent quand ils voient quelqu'un, ils courent pour aller leur expliquer c'est quoi leur photo, lire leur texte. Fait que c'est bien de les voir engagés comme ça, ouais. Justement, ils nous ont lu leur texte. Est-ce que c'est eux-mêmes qu'ils ont composé ou ils ont eu de l'aide? Oui, en fait, c'est eux qui devaient les composer, mais selon certains critères là, que pour le concours. Donc, on leur posait des questions, tu sais, c'est quoi pour toi le patrimoine? Pourquoi, dans le fond, ils ont choisi la photo, ce sujet-là, dans les sujets différents, tu sais, qui étaient le poste de traite, l'église, la petite chapelle et la maison Molson Beatty. Puis, ils devaient expliquer ça, puis dire aussi peut-être pourquoi pourquoi qu'ils avaient choisi cette photo-là? C'était quoi leur coup de cœur? Est-ce que c'était la luminosité? Il y en a plein qui ont sorti des exemples comme ça. Ouais. OK, mais c'était vraiment tout, parce que c'est vraiment beau comment ça a sorti. Oui, très, très. C'est eux qui ont tout composé. On a peut-être eu à corriger certaines fautes. Là. Mais ça, c'est normal. Là. Oui, c'est ça, jeune, exact. Oui. Mais c'était vraiment beau, leur chose. Puis je trouve que c'est une bonne idée. Ça serait le fun que ça se renouvelle. Oui, tout à fait. Surtout qu'on sait que là, ça va être une exposition permanente. Peut-être que ça pourrait être un autre sujet dans 2 ans. Moi, j'ai un cycle jumelé, dans le fond. Bien, en fait, un cycle, 2 classes jumelées. Donc, peut-être que dans 2 ans, je referai ça, mais avec un autre sujet. Je ne sais pas. Peut-être les personnes, l'humain de Tadoussac. Ouais, qui sait? Ils m'ont contacté pour donner un cours de photo aux élèves. Donc, je me suis déplacée, je suis allée dans le cours. J'ai donné à peu près 1 heure de cours pour leur montrer l'angle des photos, plongée contre plongée, les trucs de base de photos.
Puis, c'est jumelé à un concours, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, dans le concours, il y avait des contraintes. Fait que les élèves n'avaient pas le droit d'utiliser des filtres ou de retoucher leurs photos. Donc, c'est pour ça que ça prenait un petit cours pour leur montrer la base. Est-ce que c'était les élèves qui choisissaient l'endroit qu'ils voulaient prendre en photo ou c'était il y avait une liste, quelque chose? On avait une liste. On a choisi 4 endroits. Ils prenaient des photos de chaque endroit, puis après ça, ils choisissaient la photo qu'ils voulaient représenter. OK. Ils ont fait beaucoup de photos au départ. Okay. Puis on a fait un tri avec eux. Là, on a éliminé les photos qui étaient soit qui avaient un pouce dedans, ou s'il y avait des trucs avec quelqu'un aussi. S'il y avait des gens, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Regarder ça avec eux autres? Oui, on a pris le temps. Oui, on a pris le temps après avoir pris les photos, on était avec eux puis on faisait un petit ménage, mais c'était eux qui gardaient c'est eux qui choisissaient en fait. En fait, quand j'étais dans la classe, je leur ai montré, avant d'avoir tout de suite accès à leur téléphone, je leur ai donné des trucs pour prendre des photos. Okay. Puis ils ont vraiment apprécié parce que là, je les voyais après, ils réutilisaient ces outils-là sur place. Fait que ça a fonctionné. Ils ont bien enregistré les conseils. Ça va leur servir pour le futur? Oui, c'est ça. Ils vont pouvoir le faire pour d'autres photos pour eux-mêmes. J'ai été agréablement surpris à la première photo. J'en ai parlé un petit peu avec Alice. Je ne m'attendais pas à ce genre d'exposition. Je ne compterais pas ce que je pensais. Je pensais que vous alliez apprendre. Je vais le dire. Je pensais que vous alliez apprendre à faire de la peinture naturelle au pinceau, puis que ça allait être beau. Mais quand j'ai vu la première photo, mon Dieu Seigneur, c'est donc merveilleux. Vous avez fait un excellent travail. Puis je posais la question, puis la réponse est oui. Ça va t'exposer tout l'été, Julie. C'est bien ça? Ça va t'exposer tout l'été. Ça va te peut-être plus, ça va être merveilleux pour notre parc des ancêtres qui va subir quelques rénovations dans les prochains jours, prochaines semaines. Fait que félicitations à vous toutes. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, de la MRC dans le cadre de l'entente de développement culturel, au soutien de l'École Saint-Joseph de Tadoussac et à Pièces d'Auto-Deschênes. La Fête nationale du Québec approche à grands pas. Mireille Lalancette, coordonnatrice de la Fête nationale pour la Côte-Nord, et Stéphane Godreau, responsable volet récréatif communautaire, sont fiers de vous convier, citoyennes et citoyens, aux Escoumins cette année, le 23 et le 24 juin prochain, où se tiendra l'événement d'envergure régionale célébrant la culture et l'identité québécoise. Les festivités débuteront à 19h le 23 juin avec une portion protocolaire pour laisser place ensuite aux artistes qui mettront à l'honneur notre belle culture et notre identité québécoise. Cette année sera souligné le 50e anniversaire, de la première interprétation publique de la célèbre chanson « Jean du pays », composée par Gilles Vigneault, en collaboration avec Feu Gaston Rochon. Ce morceau d'amour destiné à nous, Québécois et Québécoises, qui a su réchauffer nos cœurs à travers les générations, c'est William Deslauriers qui aura la chance d'interpréter et chanter avec vous cette chanson emblématique, avant de poursuivre la célébration avec ses plus grands succès. La soirée se conclura en grand avec le groupe Hommage au Coloc qui sillonne le Québec depuis 2003. Après le spectacle, des feux d'artifice illumineront le ciel des Escoumins pour clore cette première journée. Le lendemain, 24 juin, c'est une programmation dynamique d'activités familiales et musicales qui animera le village tout au long de la journée. Pour en savoir plus sur les festivités, vous pouvez consulter la page Facebook de la municipalité des Escoumins. Pour voir ou revoir notre bulletin de nouvelles, une émission, une capsule, une entrevue, c'est au www.tvr7.net que ça se passe. Je vous invite à prendre l'habitude d'y jeter un œil parce que nos bulletins achèvent. Nous y mettrons régulièrement des nouveautés au courant de l'été sur notre site Internet, évidemment. Le bingo, n'oubliez pas notre bingo TVR7 de ce dimanche 1er juin. Bingo qui vous offre toujours et encore 2 850 $ en prix. Les carnets 6 faces sont au coût de 13 $ et les bonanza à 3 $ sont en vente chez tous les marchands habituels. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.